En attendant, peut-être que les personnes réfléchissent à leurs questions. Je vais profiter de ma fonction, enfin de mon rôle de gestion de parole dans cette rencontre et peut-être poser la première question. Je pense que enfin, vous avez bien montré en fait les aspects sémantiques, syntaxiques et pragmatiques des différentes formules et qui vous ont aidé à décrire et à saisir la particularité de ces formules. Je me demande si vous avez pensé à une hiérarchie de ces différents critères. Est-ce qu'il y aurait, d'après vous, un critère qui serait le premier ou qui serait le plus important pour trouver justement à mettre de l'ordre dans, dans, dans ce champ en fait tellement complexe et tellement riche et tellement Niveau. multi-usage, multifonctionnel, etc. Enfin, comment est-ce que vous voyez déjà, après tout ce travail fait, est-ce que vous pensez qu'il y a un aspect ou un critère qui serait le plus important et qui permettrait après de gérer les autres critères, de les hiérarchiser en quelque sorte? Alors, je veux bien dire un petit mot là-dessus. Euh, on a en fait, on s'est exactement posé cette question-là, euh, très exactement, ce qui a fait qu'on a été obligé, à un certain temps de la rédaction de notre ouvrage, de modifier le système enfin justement de présentation lexicographique. Et on a finalement mis en, peut-être qu'on peut revoir sur la diapositive que j'avais mise avec, qui comportait la glose. Je ne sais pas si tu peux partager, Anya. Euh, le critère pragmatique a été finalement mis en tête. Alors, il est, je crois que c'est la 8e diapo peut-être. Oui, il faut descendre. Voilà, c'est la glose. Donc, c'est le 8, je crois. Descends encore. Voilà, la 8. Voilà, donc, tout de suite, en dessous de la glose, nous avons choisi de mettre les actes de langage, c'est-à-dire donc les fonctions pragmatiques, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est ce critère-là qui nous a paru déterminant pour les formules qui nous intéressent. Alors, Kasia a rappelé qu'au départ, on les avait appelés pragmatèmes, hein, donc, parce qu'on avait déjà l'intuition que cette fonction pragmatique était très importante, puis on a finalement retenu formule pour les raisons que j'ai expliquées, mais n'empêche que cette dimension pragmatique nous paraît essentielle, et donc s'il faut vraiment hiérarchiser, c'est ce critère-là qui est central, parce que le figement, on l'a vu, il est extrêmement variable. Le figement syntaxique, d'une langue à l'autre, d'une formule à l'autre, il n'est pas le même. Par contre, les fonctions, elles, elles restent centrales. Donc, c'est bien ce critère-là qui est important. Alors, après, il est évident que il y a ce critère de figement énonciatif dont j'ai parlé, c'est-à-dire que par rapport aux exemples, par exemple, qu'a montré Kasia pour Aposto, ben, on a vu que dans certains cas, il y avait des emplois qui finalement n'étaient plus formulaires parce que en raison de la polysémie qui est propre au lexème considéré. Donc, pour pouvoir continuer à dire que c'est une formule, il faut bien quand même qu'il y ait une forme de, au moins de figement énonciatif. Et après, il y a aussi ces critères de figement sémantique, syntaxique, qui dans beaucoup de cas arrivent. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut réussir à hiérarchiser un petit peu.
Je laisse peut-être Ania et Kasia compléter si elles le souhaitent, ce que je viens de dire. Oui, je pense que donc, la matière est vraiment très, très complexe, vraiment extrêmement complexe. Donc, sur le plan sémantique, on a les polysémies qui aussi, disons, la polysémie. Et sur le plan pragmatique, on a ce phénomène de polyfonctionnalité des formules. Donc, en fonction justement du contexte, c'est le contexte qui ici est, disons, un critère. C'est le contexte, mais contexte, on a déjà dit qu'il s'agissait d'un contexte typique, n'est-ce pas? C'est n'importe quel contexte, mais il s'agit d'un contexte typique ou prototypique. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé, disons, de choisir non, vraiment, parce que parmi des contextes différents, mais là, c'est là la capacité de on voit justement la plasticité, les capacités de la langue qui peut-être, les signes linguistiques peuvent être réutilisés, n'est-ce pas, réutilisés. Et justement, donc, et on se heurte, disons, à ces phénomènes ou bien de polysémie ou bien de polyfonctionnalité. Donc, et dans ces cas-là, c'est les contextes qui jouent, et les contextes typiques. Et on a essayé de le faire parce que vraiment, pour nous, ce qui était la tâche principale, c'était justement étudier et montrer quelle est la fonction dominante, pragmatique dominante. Parce que la même formule peut assumer d'autres fonctions selon, selon un, selon, bien sûr, un contexte typique. Donc, on a essayé quand même de mettre un peu d'ordre dans cette matière qui est très, très, très complexe. Merci. Oui, je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, vous avez insisté sur le rôle du contexte. Est-ce que je peux rebondir sur cela et vous demander comment vous définissez le contexte, justement, quels sont les paramètres du contexte que vous prenez en compte pour situer les différentes formules? Tu veux répondre? Le contexte au sens large, c'est-à-dire les contextes et les contextes extralinguistiques. Oui, dans le contexte extérieur, c'est vrai que le terme contexte, c'est peut-être l'un des termes finalement les plus vagues, n'est-ce pas, qui est défini de tellement de manières. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le préciser. Alors, je ne pense pas qu'on soit très originaux sur cette question-là. Je crois que c'est Georges Kléber qui disait que le contexte était la bonne à tout faire de la linguistique. Bon, c'était une formule à la Kléber. C'est vrai que ce qui est utile dans l'optique qui était quand même lexicographique, qui était la nôtre, c'était aussi cette question des cotextes. C'est-à-dire que nous avons cherché, là vous ne le voyez pas sur la diapositive, mais on a à chaque fois présenté des champs exemples avec des cotextes qui nous apparaissaient comme suffisamment typiques. Les cotextes, c'est très important, aussi bien d'un point de vue linguistique que d'un point de vue traductologique ou didactique, parce que ça permet de bien comprendre dans quel cas on utilise telle ou telle formule. Alors, on a bien conscience que ce cotexte est un niveau un peu intermédiaire, ce n'est pas le contexte extralinguistique, mais c'est une manière de l'approcher, une manière très concrète de l'approcher, parce qu'on va voir que de manière fréquente,
la formule est associée à tel ou tel mot en amont ou en aval, hein, et ça donne une idée. Après, le problème de ces contextes prototypiques dont parlait Anna tout à l'heure, c'est que on peut les catégoriser, mais de manière très générale, puisque nous n'avons pas affaire à des pragmatèmes au sens strict, comme je disais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas décrire un contexte extrêmement précis, étant donné que les formules elles-mêmes peuvent être utilisées dans des contextes relativement variés. Donc, on a des contextes typiques, mais qui ne sont pas extrêmement contraints. On est obligé, donc c'est ce qu'on a cherché à rendre dans les gloses, hein, si vous voyez dans la diapositive. La formule « j'y crois pas » ou « je n'y crois pas » est utilisée lorsque le locuteur veut exprimer son étonnement ou son indignation en réaction à une action, une situation ou un comportement qui vient de se produire. On a essayé d'être aussi précis que possible dans la description, mais on ne pouvait guère aller plus loin. Alors récemment, Anna et moi, on s'est penchés dans un article sur la question du cadre pragmatique qui va essayer de préciser encore. C'est Anna qui a eu cette idée de recourir aux travaux d'un linguiste polonais, elle peut peut-être en dire un mot, mais qui est issu de la pragmatique de Heims et de gens comme ça, d'utiliser la notion de cadre pragmatique pour affiner un peu la notion de contexte et pour pouvoir justement traiter la polyfonctionnalité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je peux? Oui, je vois Marcela Świętkowska, Oui. je vous en prie. Et après, je vois encore Artur Gałkowski qui… Tout à fait, voilà. Mais il va intervenir après alors, Arthur. Patience. Bon, alors moi je voudrais revenir à la notion de formule parce que vous avez appelé, n'est-ce pas, vos formules expressives, et vu que enfin, une grande partie de ma carrière linguistique, je me suis occupée des interjections. Ah, oui. J'ai eu une quantité de problèmes. Comment appeler ces petits mots, interjection, exclamation, et entre autres les formules, dans le sens tel qu'il était formulé par Anscombre. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que comment est-ce que vous trouvez la différence entre ce qui est appelé interjection, comme de type allons, allons, et comme, quand on ne pense pas, par exemple, à l'interjection de ar, o, ouf, etc., ce qui sont appelées les interjections primitives, mais les interjections secondaires de type justement tiens, voyons, etc. Ou bien comme les emplois de type chapeau. Et enfin, c'est un exemple de Villemé, n'est-ce pas, dans sa grammaire, qui sont dans le sens finalement, et ensuite donc les conditions d'emploi, qui sont pratiquement pragmatiques, comme vous dites. Mais il faut quand même essayer d'expliquer à nos étudiants, par exemple, dans quel contexte, je ne veux pas dire contexte justement, on peut dire chapeau dans le sens, ah bon, on est au théâtre, n'est-ce pas, et quelqu'un nous donne notre chapeau quand on quitte le théâtre, donc chapeau avec le geste, et le chapeau dans le sens je vous félicite, quelque chose qui j'apprécie beaucoup, je vous félicite. Comment peut-on préciser justement ces conditions pragmatiques dans lesquelles, excusez-moi, dans lesquelles on peut éventuellement employer telle ou telle expression. Par exemple, ici vous avez l'exemple exprimer l'étonnement, l'incrédulité, ou si nous prenons un exemple, par exemple, j'apprends que Maris vient de se marier, et je dis tiens, et je dis voyons. Et
Et alors, évidemment, d'un côté, on a les problèmes de lexicalisation de ces mots, n'est-ce pas? Ce ne sont plus les mots, les verbes tenir, les verbes voir, mais il y a quand même une nuance entre les deux. Dans le premier cas, tiens, ça, on peut dire que c'est une surprise absolument claire. Dans le cas voyons, il y a surprise qui est accompagnée, par exemple, de l'incrédulité. Je ne sais pas qu'elle allait se marier. Et alors, d'un côté, il y a ce problème de classement. Est-ce qu'on les mots comme justement tiens, je dis mot encore un problème, tiens, voyons, ce ne sont les interjections au départ, mais de l'autre côté, il y a le contexte qu'il faut chaque fois préciser pour expliquer ça. J'ai passé beaucoup de temps pour essayer de trouver au moins quelques interjections qui auraient le sens plus ou moins clair. Et même dans les discussions avec Kléber, on a beaucoup discuté, par exemple, sur ouf. Mais ouf, c'est une interjection, disons, primaire, donc peut-être moins intéressant de ce point de vue, mais les interjections de type, justement, chapeau ou tenir, voir, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que les formules, ce type de, je ne sais pas, interjection, sont par vous traitées comme des formules expressives dans la conversation? Et alors, dans ce cas-là, comment pourrons-nous préciser les conditions d'emploi? Ou bien, ça ne vous intéresse pas? Si. Bon, je ne sais pas si Anna, tu veux répondre. Sinon, je peux dire quelques mots aussi, ou Kasia. C'est-à-dire, en polonais, on fait la différence entre interjection wykrzyknik et wykrzyknienie. Oui, ça c'est une vieille. Oui, oui, donc on a écarté de les interjections, on a écarté les interjections de notre, donc on a. Oui, mais je crois que Madame a parfaitement raison de dire qu'on est à la limite. Bon, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure en disant que c'était extrêmement complexe. On est à la limite avec nos formules d'autres catégories, donc ces interjections secondaires dont vous parlez. Je pense c'est toujours compliqué de faire des catégorisations strictes et je pense que dans certains cas, et ça correspond aussi à ce que disait, alors je ne sais plus si c'était Kasia ou Anya qui en parlait, sur le fait que dans la perspective contrastive qui est la nôtre, des polylexicaux sont traduits par des monolexicaux qui peuvent se révéler effectivement parfois très proches de ce qu'on appelle traditionnellement en grammaire des interjections secondaires. On a même aussi eu des problèmes de frontières avec ce qu'on appelle maintenant, c'est plus nouveau comme terminologie, mais enfin ça date quand même d'une vingtaine d'années au moins, des marqueurs discursifs. Oui, donc, on a ces problèmes de frontières entre interjection secondaire, marqueurs discursifs, et le problème, c'est que la même expression peut, dans certains emplois, se rapprocher d'un emploi purement interjectif, ou, j'ai donné l'exemple de bon courage tout à l'heure, qui devient fatigue, qui permet de clore une conversation, on est très proche d'un marqueur discursif. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait l'esprit, ne faut pas qu'on reste enfermé dans des catégories qui sont trop réductrices. Par exemple, au départ, on s'est dit on va prendre que des polylexicaux, mais le fait d'adopter une approche contrastive nous oblige à prendre en compte des monolexicaux. Ça a été très bien montré par Anna tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait suffisamment de souplesse d'esprit pour se dire, voilà, dans tel emploi, on est assez proche, voire même on est dans le cas d'une interjection secondaire. C'est vrai que l'exemple de chapeau que vous avez donné est excellent.
dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'on a affaire à une formule monolexicale qui est aussi une interjection, une forme d'interjection, hein, au moins dans certains contextes d'emploi. Donc, je trouve que votre question est très pertinente, mais je ne suis pas sûr que ça soit facile d'y répondre, parce que les problèmes de frontières en linguistique, ils sont compliqués. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à nous, dans les contextes qui le justifient, de dire, voilà, cet emploi est plutôt interjectif, ou là, on est plus proche d'un marqueur discursif. Finalement, il ne faut pas fétichiser la notion de formule. C'est un terme parmi d'autres et on l'a choisi parce qu'il était justement assez souple. Donc, si c'est pour le figer en lui donnant une définition, en disant il y a les formules, puis ça, ce n'est pas une formule, et ça, c'est une interjection, ben, ça ne va pas fonctionner parce que formule nous permet justement d'adopter un point de vue assez ouvert, permettant de montrer la complexité d'utilisation de ces expressions qui, de temps en temps, se rapprochent d'interjectifs secondaires, de temps en temps de marqueurs discursifs, de temps en temps ont d'autres fonctions également. Je ne sais pas si je n'ai répondu qu'à une partie de la question parce qu'il y avait beaucoup de choses dans votre question. Oui, mais ça c'est évident. Merci. Je crois que j'avais raté une main tendue par une main levée par M. Artur Garkowski. Voilà, c'est ça. Oui, mais s'il vous plaît, si vous voulez encore prendre la parole, excusez-moi. Bonjour, merci. Une petite question. Avant tout, merci pour cette communication tellement importante dans le champ des études sur les pragmatèmes. Un des pragmatèmes m'a intéressé particulièrement, c'est le champ de la langue italienne. Donc, la question est particulièrement posée à Katarzyna. Et est-ce que tu as pris en considération les différences d'emploi d'aposto? D'ailleurs, la prononciation est la même, aposto toujours à l'oral, et aposto comme participe passé du verbe apporre comme mettre à côté. À mon avis, parfois, aposto comme participe passé est utilisé aussi comme un type de pragmatème. Donc, aurait un emploi, une valeur pragmatique particulière qui est proche d'aposto que vous avez étudié, comme l'équivalent de ça roule. Mais tout simplement, est-ce que tu as pris en considération ces différences entre aposto et aposto comme participe passé du verbe apporre? Arthur, merci pour cette question-remarque. Non, on n'a pas pris en considération ce participe et passé, mais merci aussi pour cette remarque parce que justement, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il y a une connexion sémantique et par conséquent aussi pragmatique entre aposto en tant que formule et puis et le participe passé du verbe apporre. Merci. Ouais. Je vous remercie. Je ne sais pas, vous voulez encore réagir, Monsieur Gałkowski? Ok, merci. Il me semble qu'il est important de prendre en considération le verbe apporre et ce serait aussi une inspiration pour d'autres chercheurs dans le champ sémantique justement. C'est-à-dire le verbe apporre, peut-être il est un motivant de l'utilisation de aposto, parce que la prononciation est toujours la même en italien. Mais ce que j'apprécie ici, c'est cette équivalence entre aposto et ça roule. Je vois cette harmonie entre l'utilisation des deux dans les deux langues
Et il y en a d'autres, je dois lire ton article à propos pour comprendre mieux l'idée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, commentaires, ou peut-être que nos conférenciers veulent préciser quelque chose encore? Non, bon, je voudrais seulement ajouter qu'on continue de travailler sur les formules expressives. Avec Francis, on prépare maintenant justement l'article sur les valeurs les pragmatiques dérivées à partir disons, d'une valeur centrale et donc qui sont réalisées, ces valeurs dérivées sont réalisées par les actes, cette fois-ci pas les actes directs mais indirects. Donc, on essaie, disons, d'élargir un peu notre champ d'investigation en se concentrant sur les, disons, sur les formules choisies pour voir comment justement elles fonctionnent dans le contexte et voir justement élargir aussi, parce que dans notre monographie, nous sommes concentrés sur les valeurs, disons, pragmatiques dominantes, en laissant de côté les autres valeurs. Et maintenant, on va étudier cas par cas pour voir justement disons d'une manière globale le fonctionnement des formules, d'une telle ou telle formule. Et ça nous permet aussi disons, d'approfondir un peu et de voir dans une autre perspective des notions qu'on a utilisées pour décrire les formules. Donc, je peux ajouter, parce que c'est très intéressant et on continue, disons, notre travail sur les formules, pas expressives, mais sur les formules en tant que telles. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Non, sinon, est-ce que je peux encore une toute petite, une dernière question? Comment finalement vous gérez la question de l'évolution des usages? Parce que les conversations, je crois que ce sont justement ces formes du discours qui sont les plus libres et qui évoluent peut-être de manière la plus dynamique, autant pour les articles scientifiques, pour le discours académique, c'est beaucoup plus figé et beaucoup plus stable, et le contexte est aussi plus facile à saisir. Alors, pour les conversations, je pense que c'est beaucoup plus labile et plus dynamique, surtout qu'on voit, je ne sais pas, je me trompe, mais peut-être, mais j'ai l'impression que, par exemple, en polonais, on va beaucoup vers ces expressions monolexicales. On va, par exemple, utiliser peut-être pour « c'est le paradis », on va peut-être dire « bajka ». Ou pour t'inquiète, on va dire spoko ou spokojnie. Enfin, il y a cette tendance à raccourcir peut-être également l'expression. Et cela dit, comment finalement vous essayez de tenir compte en fait de la temporalité dans l'évolution de ces formules et leur usage? Bon, c'est clair qu'on ne l'a pas fait pour l'instant. On ne l'a pas fait et qu'il faudrait le faire.
Bon, les différents types de variations, il y a eu quelques mots sur la variation diastratique là tout à l'heure de la part de Kasia. Bon, c'est clair, notamment, on travaille un peu sur d'autres sujets avec Gaëtan Dosti, et elle est très sensible bon, au fait qu'on doit effectivement prendre en compte ces dimensions variationnistes. Et je pense que voilà, on ne pouvait pas tout faire. On s'est axé sur, on a essayé de répertorier une série de problèmes qui se posaient, mais maintenant le chantier est ouvert et ça suppose des collaborations avec des spécialistes de diachronie, avec des spécialistes des différentes variétés du français, du polonais et de l'italien. Donc voilà, c'est pas nous tout seuls qui pouvons faire ça. Je vous invite à nous rejoindre. Nous allons former la cohorte des linguistes qui peuvent traiter ces questions-là. Mais c'est vrai, hein, ce que vous dites est parfaitement exact. On a en tout cas pris soin, quant à nous, d'essayer de bien délimiter la tranche, la période dans laquelle on travaillait, même si on aurait pu être encore un peu plus précis. Maintenant, il faut certainement pouvoir, par exemple pour la diachronie, travailler par période de manière beaucoup plus fine, être sensible aux évolutions récentes, parce que ça va très vite. C'est vrai, notamment sur les réseaux sociaux, on s'en rend compte, les formules évoluent très vite. Alors, la tendance dont vous parliez à l'apocope ou à la… Bon, elle n'est pas propre, je pense, au polonais. Hein, on la trouve en français aussi. On la trouve dans… Il me semble que c'est plutôt un problème lié à la pragmaticalisation, justement. Quand les formules, plus les formules se pragmatisent, c'est difficile à dire, et plus il y a un peu c'était un des critères qu'utilise Gaëtan Dosti d'ailleurs pour signaler cette pragmaticalisation. Donc c'est vrai qu'on va trouver des formes abrégées, et pas seulement parce que c'est des SMS, mais même dans l'oral de la conversation, on va trouver, bon, bah, j'y crois pas. T'inquiète, c'est déjà quasiment un monolexical, même si encore le te, mais vous voyez que ça fonctionne déjà, et on pourrait trouver des tas d'exemples. Hein. Donc, voilà, je pense que vous avez soulevé une très bonne question, mais la réponse ne peut venir que de collaborations multiples et de projets collectifs comme ceux qu'on a commencé à initier, mais il faudrait qu'il y ait d'autres collègues qui s'y mettent. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a du pain sur la planche, on a vraiment des sujets intéressants, des problèmes à résoudre, donc tant mieux. Ça va donner des occasions de coopération, de collaboration encore à l'avenir, et on ne peut qu'en être ravis. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et je ne vois pas, mais peut-être que je regarde encore s'il y a une petite main qui se lève quelque part. Non, je ne vois pas. Donc, je vais clore cette réunion en remerciant encore une fois nos conférenciers et conférencières. Je vous remercie énormément pour cette présentation, cette communication très riche et qui donne vraiment beaucoup d'idées quant à justement ces expressions, ces formules expressives dans la conversation. Je pense qu'on va continuer à vous lire et approfondir le problème en essayant également de nous mettre à jour et de poursuivre notre réflexion avec vous et peut-être dans d'autres contextes. Donc, je vous remercie encore une fois. C'était vraiment un moment précieux et je suis ravie d'avoir pu assister à cette conférence et avoir pu partager ce temps avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Permettez-moi encore d'attirer votre attention sur 3 événements importants
pour notre milieu qui vont avoir lieu bientôt. Donc, chronologiquement, le premier événement, c'est l'Assemblée générale de Pléiada qui se tiendra en ligne le 5 novembre. Donc, je vous invite vraiment à participer à cette Assemblée générale. Il aura pour but d'élire le nouveau président ou la nouvelle présidente, on ne sait pas, et le nouveau comité directeur de Pléiada. Et ce sera aussi l'occasion de discuter des orientations à prendre pour promouvoir et intégrer notre milieu des romanistes polonais, peut-être également discuter des modalités d'ouverture plus grandes encore à nos collègues en relation avec les collègues des pays de Visegrad et également avec des Français ou peut-être des francophones d'autres pays. Et le deuxième événement, c'est le colloque de jubilé de Pléiada. Et donc, je vous réitère mon invitation à venir à Poznań le 2 et le 3 décembre. Et le troisième événement, c'est la conférence invitée suivante, qui sera cette fois-ci littéraire pour changer un peu. On aura le plaisir d'accueillir Magdalena Koch de l'Université de Łódź. Le 4 mars, Magdalena Koch va nous parler de Pomme de mélancolie, le théâtre médical des passions au XVIe siècle en France. Donc, on va changer de sujet, mais ça aussi, ça fait partie de notre formation philologique. On sera ravis de pouvoir également étendre nos horizons et apprendre quelque chose sur la littérature du XVIe siècle. Voilà pour les différents communiqués. Je vous remercie donc encore une fois à tous et à toutes d'avoir consacré de votre temps et de votre attention pour assister, pour nous retrouver tous ensemble et tout ensemble aujourd'hui. Je remercie encore une fois Francis Grossman, Katarzyna Papisz-Osadnik et Anna Krzyżanowska pour nous avoir entretenus aujourd'hui avec des sujets tellement passionnants. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt.